Et enfin, nous allons commencer par un livre du professeur Trifon Tournesol, qui paraît chez Robert Laffont, Le monde a faim. En fait, disons tout de suite que ce livre n'est pas un livre ordinaire. D'une part, en raison de la personnalité bien connue du professeur Tournesol. C'est commencé? Oui, monsieur le professeur, c'est commencé. D'autre part, en raison du problème même qui est abordé dans ce livre et qui nous concerne tous, le problème de la faim. Le livre du professeur Tournesol, lui, est au contraire un livre passionné. C'est une sorte d'appel généreux à la conscience mondiale pour qu'elle aide à trouver une solution à ce drame qui fait que dans le monde, chaque jour, des milliers d'hommes et de femmes meurent de faim. C'est bien cela, n'est-ce pas, monsieur le professeur? Mais non! Absolument pas, jeune homme. Il ne s'agit pas d'un roman. Le livre est un appel. La mise en valeur des déserts, la culture des terres arides. Voilà la seule solution. L'avenir des hommes sera assuré le jour où nous ferons pousser des oranges au Sahara et des pommes de terre au pôle Nord. Je lance un appel aux savants du monde entier pour que tous s'unissent et s'attachent en priorité, n'est-ce pas, à ce problème dont dépend la vie de l'humanité. J'espère que le noble appel du professeur Tournesol sera entendu. Alors, je m'appelle Christophe Nozette, je suis actuellement rédacteur pour le journal InfoGM. J'ai participé à la création de ce journal, de cette association, en 1999. En 1999, c'était le tout début des plantes transgéniques. Elles venaient de débarquer dans les ports français, notamment avec le soja du Brésil. Et il y avait très peu d'informations en français et très peu d'informations contextualisées, vérifiées et vulgarisées. Et donc, avec un certain nombre de gens qui sont devenus mon conseil d'administration, on a décidé de monter une structure d'information indépendante, critique et vulgarisée sur les OGM et sur les biotechnologies. Donc vraiment, à l'époque, c'était vraiment les plantes transgéniques, hein, c'était le sujet de l'époque, le maïs, le soja, le coton. Et petit à petit, à partir de ces plantes-là, on s'est rendu compte que, en fait, des biotechnologies, il y en avait un peu partout. Et on a commencé à renseigner ça. Après, maintenant, dans InfoGM, on est beaucoup plus nombreux et nombreuses. Et il y a des compétences en virologie, en droit, en agronomie, en droit des propriétés intellectuelles sur les brevets. Voilà. Donc maintenant on a une structure beaucoup plus complète. Et donc moi je suis plus coordinateur, rédacteur en chef, mais aussi journaliste. Des bactéries ou des levures génétiquement modifiées déjà dans nos assiettes? InfoGM fait aujourd'hui le point sur les additifs alimentaires produits à partir de micro-organismes génétiquement modifiés. Quand nous parlons d'OGM, nous entendons bien souvent soja, maïs, colza ou encore coton. Nous savons également que des aliments comme du lait, un steak, des œufs peuvent être issus d'animaux nourris avec des OGM. Mais nous associons plus rarement le terme OGM avec celui de micro-organismes comme les bactéries ou les levures. Il y a de très nombreux projets de modification génétique des micro-organismes, à tous les niveaux. Alors par transgénèse, mais aussi par les nouveaux outils de biologie moléculaire comme les CRISPR, les TALEN, les méganucléases. Le micro-organisme est le nouvel Eldorado des biotechnologues. Les micro-organismes qu'on connaît, ceux de la Terre, mais bientôt ceux de la mer. Les micro-organismes des fonds marins, des très fonds marins, où il y a des conditions de vie et de survie de ces bactéries et de ces micro-organismes qui sont hallucinants, qui résistent à des températures extrêmes, dans des conditions de soufre, sous des pressions importantes. Et là-dedans, on a une réserve de gènes extrêmement intéressante, et c'est vraiment la prochaine exploitation des ressources génétiques, elle se fera dans les fonds marins. Parce que ces micro-organismes-là, ils ont des caractéristiques qu'on ne retrouve pas sur Terre. Donc là, il y a vraiment des choses qui vont être analysées, séquencées, structurées, mises dans des bases de données et brevetées, hein, encore une fois. Ça, c'est quand même la base. Hein. Sans les brevets, il n'y aurait pas grand-chose qui se produirait à ce niveau-là. Mais actuellement, le monde des micro-organismes, alors transgéniques ou non transgéniques, modifiés ou non modifiés, c'est pas toujours facile de savoir qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il n'est pas. La transparence là-dessus est assez difficile à obtenir. Par exemple, nous on a analysé avec InfoGM plus de 700 dossiers qui sont passés devant l'AESA, l'Agence européenne de sécurité des aliments, qui est l'agence des experts de l'Union européenne en matière de sécurité alimentaire. 700-800 dossiers de micro-organismes. Et on les a classés en 3 catégories, ceux qui sont clairement issus de modifications génétiques, ceux qui sont clairement non issus de modifications génétiques, et la majorité où on n'a pas d'informations.
Donc dans le dossier de l'AESA, on ne sait pas la nature ou pas du micro-organisme. Et donc pour faire un topo rapide, ces micro-organismes, on les retrouve dans tous les domaines de la vie. Dans l'alimentation humaine, dans l'alimentation animale, dans la boulangerie, dans la brasserie. On retrouve des enzymes issus d'OGM ou pas dans les peintures, dans les colorants, les parfums. Et un des gros domaines qui les intéresse, c'est les agrocarburants. We can take the oil by generating it from plant material or bio-waste or even algae. Biofuels cost $5.35 per gallon. Les micro-organismes génétiquement modifiés sont mobilisés à plusieurs niveaux pour les agrocarburants, soit en tant que tels, dans des milieux confinés, on fait produire des formes de pétrole par des bactéries, ou alors on utilise ces bactéries modifiées pour dégrader plus rapidement de la lignine, de la canne à sucre, de l'eucalyptus, du peuplier. On modifie clairement des levures, beaucoup de levures, pour qu'elle accélère la digestion des végétaux et qu'on ait une rentabilité un peu plus intéressante. Mais ce qui est problématique, par exemple, on peut dire la canne à sucre, pourquoi pas, c'est une résiduculture, on en fait du sucre, puis après, avec le résidu, on peut faire de l'agrocarburant. Sur le papier, ça paraît assez intéressant. Mais dans la réalité, en fait, ces centrales, ces milieux confinés, ces fermenteurs, ils nécessitent beaucoup d'eau et beaucoup d'énergie. Donc en fait, l'empreinte carbone de ces nouveaux agrocarburants n'est pas meilleure que celle de la génération d'avant. Mais par contre, elle est un peu plus intéressante pour les entreprises parce que, avec ces micro-organismes, ils pensent produire plus de choses. En modifiant un petit peu la bactérie, on peut faire produire la canne à sucre plusieurs choses, quoi. Donc on peut vraiment rentrer dans le monde de ce qu'ils appellent l'économie verte, qui n'est pas verte du tout, mais elle fait partie de cette bioéconomie, de cette économie circulaire. Enfin, c'est tous les mots qu'on utilise actuellement, mais qui en fait est de l'agrochimie, hein, parce que derrière la canne à sucre, elle n'est pas élevée en bio, quoi. Elle est bombardée de pesticides, elle prend des terres à des paysans, etc., etc. Donc la boucle est bouclée. Enfin, on reste dans le même paradigme en fait complètement, quoi. Mais ces micro-organismes servent beaucoup à ça. Et actuellement, il y a plusieurs micro-organismes génétiquement modifiés qui ont été autorisés au Brésil, transgéniques ou non, issus de d'autres types de modifications génétiques, justement pour dégrader la canne à sucre. C'est la même levure que celle qui est utilisée pour la boulangerie ou la brasserie. Donc si celle-ci venait à s'échapper, ça pourrait être problématique. Mais apparemment, tout est sous contrôle. On est vraiment dans cette instrumentalisation du vivant pour surtout ne pas remettre en cause notre niveau de vie qui est extrêmement récent et qui concerne une infime partie de la population. Faut pas oublier ça. Encore une fois, c'est pas tout le monde qui va pouvoir bénéficier de ces techniques et des produits de ces techniques. Les micro-organismes génétiquement modifiés, c'est vraiment le nouvel Eldorado parce que on peut inventer plein de choses. La possibilité est beaucoup plus large qu'avec les plantes. Les plantes, la modification des plantes, c'est très complexe et globalement, ils n'ont pas réussi à faire grand-chose. On parle beaucoup des promesses des plantes enrichies en vitamines, qui poussent dans tel sol, dans des sols salins, dans des conditions extrêmes. Non, en fait, les plantes transgéniques qu'on a eues dans le monde, c'est 4 variétés, c'est maïs, soja, colza, coton, et ces 2 caractéristiques, c'est la production d'un insecticide et la tolérance à un herbicide. Globalement, ces 4 plantes et ces 2 modifications génétiques, ça représente 90% des cultures mondiales de plantes transgéniques. Mais avec les micro-organismes, ils espèrent pouvoir avoir vraiment d'autres choses, et notamment faire des auxiliaires de culture, notamment des micro-organismes qui seraient fixateurs d'azote. Parce qu'il y a des plantes qui sont fixatrices d'azote, qui jouent avec les micro-organismes du sol, et donc ils se sont dit, tiens, pourquoi pas booster ces micro-organismes-là en labo pour que ça facilite l'assimilation de l'azote, même pour des plantes qui ne le font pas naturellement. Et parce que si on a ces micro-organismes-là dans les sols, si les plantes gèrent mieux l'azote, il y a besoin de mettre moins d'engrais. Les engrais, ça coûte cher, il y a du tracteur, etc. Donc si la nature, entre guillemets, la nature modifiée, la nature artificialisée peut faire ce rôle-là, c'est tout bénef. L'autre chose qui est en train de se produire aussi avec les micro-organismes dans le domaine végétal, c'est des nouveaux pesticides.
Actuellement, il y a Monsanto, Bayer, BASF, Syngenta, qui sont en train d'inventer des pesticides à ARN. Donc c'est de la pulvérisation de petits morceaux d'ARN modifiés en laboratoire, qui, une fois pulvérisés sur les champs, alors ils peuvent avoir plein d'actions différentes. Hein. L'ARN peut rentrer dans les tissus d'une plante et faire en sorte qu'un gène vital ne fonctionne plus. Et donc la plante meurt. Mais le but, voilà, c'est ça, c'est de pulvériser dans les champs des molécules d'ARN interférentes pour faire du gene silencing, éteindre des gènes. Ça peut être sur des plantes, ça peut être sur des insectes, etc. Ah, ça, c'est un doryphore. Et là, une psylle. Eux n'ont pas la chance d'être aussi appréciés que les bourdons. On leur reproche de ravager les champs de pommes de terre ou les plants de tomates. Alors forcément, on leur fait la guerre. À coups de pesticides d'abord. Mais une nouvelle arme biologique est déjà prête dans les grands laboratoires agrochimiques. Vous vous rappelez de l'actine? Eh bien, les gènes des doryphores et des psylles en produisent eux aussi. Et c'est précisément ce que vise cette nouvelle arme. On appelle ça du silençage génétique, ou gene silencing en anglais. Ça claque, non? Et ça résume bien le principe. Réduire au silence un ou plusieurs gènes. Ici, il s'agit d'utiliser une molécule qui va empêcher chez le doryphore et la psylle le gène producteur d'actine de faire son boulot. Donc, plus d'actine. Et si plus d'actine, plus de doryphore, ni de psylle. Efficace, non? Après tout, si ça peut générer de nouveaux profits et remplacer certains pesticides, tant mieux, non? Non. Ce silençage génétique vise les gènes d'insectes considérés comme nuisibles pour notre agriculture industrielle. Or, ces gènes peuvent se retrouver dans d'autres espèces. On appelle ça l'homologie. Attention, virage délicat. Si entre deux espèces distinctes, les gènes ont plus de 80% de similarité, alors le silençage génétique touchera aussi ces autres espèces. Et devinez quoi? Le gène producteur d'actine chez le bourdon terrestre est similaire à 83% avec celui de la psylle, et à près de 84% avec celui du doryphore. Ce qui bloquerait l'actine chez l'un pourrait bien le faire aussi chez l'autre. Vous voyez le carnage? À jouer avec le vivant, on a toutes les chances de l'anéantir. Donc c'est assez pratique comme nouveau pesticide, et l'avantage pour eux, c'est qu'ils vont dire c'est du biopesticide. Parce que d'une certaine façon, ils ont raison, c'est pas de la chimie organique, c'est pas de la chimie lourde, mais c'est utiliser les propriétés du vivant. Mais comme je disais aussi tout à l'heure, cette propriété du vivant, c'est une propriété mortifère. Donc ça, c'est vraiment un univers qui est en train de se déployer. Il y a peu d'autorisations, mais il y en a déjà quelques-unes aux États-Unis de ces pulvérisations d'ARN. Voilà. Et donc là, ici, ils essayent de contourner un peu le sens des mots, et donc éventuellement pour avoir plus de possibilités de les commercialiser, en disant que ça fait partie de l'objectif sincère de la réduction des pesticides. Les citoyens ne veulent plus de pesticides chimiques parce qu'on s'est rendu compte que ça avait quand même des grandes conséquences sur l'environnement, sur la santé, etc. Ça, c'est de moins en moins nié. Mais les entreprises, elles, qui font ces pesticides chimiques, vont aussi produire donc des sprays ARN. Il n'y aura pas les mêmes conséquences, mais il y en aura forcément. Parce que ça va être pulvérisé sur des dizaines, des milliers d'hectares, sans qu'on ait pu prendre la mesure de la chose. Le problème de toutes ces nouvelles technologies, c'est la rapidité d'expansion. C'est-à-dire, et l'absence de coévolution. Ce qui fait que le monde microbien est un monde extrêmement complexe, extrêmement riche, extrêmement diversifié, mais qui a toujours coévolué avec les végétaux, les animaux. Cette coévolution a fait que ce qui existe avait une sorte de permanence et une certaine résilience. Quand on pulvérise de l'ARN modifié dans des champs sur des dizaines, des milliers, des centaines de milliers d'hectares en quelques années, le micro-organisme ne peut pas coévoluer avec son environnement. Donc on est vraiment dans un autre monde. Ce monde artificiel va venir se greffer sur le monde naturel et la coévolution ne sera pas possible. Et donc on ne sait pas tout ce qui va se produire. Oui, il y a plein de pathogènes, il y a plein de virus, mais la plupart des virus, en fait, ils vivent en paix avec les insectes et les animaux. Hein. Enfin, en paix. En une forme, pas d'harmonie, j'aime pas ce mot-là, parce que ça fait vite un peu New Age, mais en synergie, en équilibre. Si on balance quelque chose qui est problématique, l'équilibre il va être vite cassé et on ne sait pas ce qui va se produire. Et peut-être que ça va fixer l'azote, mais ça va peut-être aussi fixer les métaux lourds. Enfin, on ne sait pas. C'est le problème de ces technologies qui sont trop rapidement aussi mises sur le marché. Les plantes transgéniques, en gros, en 10 ans,
En 20 ans, il y a eu 180 millions d'hectares. Bon, il faut faire attention à ce chiffre-là parce qu'il ne représente quand même qu'une infime partie des terres utiles à l'alimentation, hein, entre 2 et 3%. Mais malgré tout, c'est quand même une certaine surface. Et là, on est vraiment dans cette expansion exponentielle qui fait que si on continue sur cette pente-là, on va vite plus pouvoir du tout avoir de contrôle possible et de retour en arrière possible. Les plantes et les animaux ne vivent pas sans micro-organismes. Les micro-organismes sont nécessaires à la vie du sol, sont la vie du sol. Et si on bombarde des petits morceaux d'ARN, et les micro-organismes, souvent, certains, ont une capacité plus importante que les plantes à intégrer les morceaux d'ADN ou d'ARN. Les virus, par exemple, c'est très clair. Les virus permettent de faire du transfert horizontal de gènes, ouais. Et les micro-organismes peuvent aussi plus facilement transporter ces choses-là, interagir. On est dans un monde plus petit et dans lequel en fait, l'ARN peut être beaucoup plus perturbant à la limite que pour les plantes. Et encore une fois, les plantes, c'est les plantes cultivées, donc une fois que ces variétés-là sont récoltées, il reste les résidus et qui, pareil, sont encore dégradés par les micro-organismes. C'est ça qui est intéressant de voir dans quelle mesure la protéine CRI, l'insecticide BT, dans les résidus de culture, continue sa vie dans le sol. Parce qu'on parle souvent au moment de la culture, mais il y a aussi après les résidus de culture. Et là, c'est les micro-organismes qui vont détruire les tiges, les feuilles, les racines. Ces micro-organismes-là, ils vont être vraiment en contact avec tous les transgènes, tous les CRISPR, tous les TALEN. C'est aussi à ce moment-là qu'il y a quelque chose qui va se passer dans cette dégradation de la matière dans les champs. Alors, l'agriculture microbienne et l'agriculture de précision fonctionnent ensemble d'une certaine façon. C'est ce que je disais sur l'histoire du biocontrôle. Le biocontrôle, c'est le nouveau Graal de l'agriculture. Hein. C'est que, en fait, le biocontrôle, c'est un mot fourre-tout. C'est un mot qui veut plus dire grand-chose, parce qu'il y a différents types de biocontrôle. Historiquement, la lutte intégrée faisait partie des outils de l'agriculture biologique et de l'agroécologie. La lutte intégrée, c'est par exemple, il y a tel insecte qui est parasite, on réintroduit un autre insecte qui va être le parasite du parasite et on va essayer de recréer comme ça un équilibre dans un champ où il y a eu un déséquilibre. Ça peut être les coccinelles, ça peut être le trichogramme, enfin il y a eu plusieurs essais comme ça de lutte intégrée avec des résultats divers et variés, mais bon, ça c'est le premier outil de biocontrôle. Mais il ne s'appelait pas biocontrôle à l'époque, hein. Il s'appelait juste lutte intégrée. Après, on a eu les PNPP, les préparations naturelles peu préoccupantes, qui utilisent d'une certaine façon la fermentation, donc le milieu microbien. Quand on fait un purin d'ortie, certes c'est de l'ortie, mais c'est de l'ortie avec énormément de micro-organismes. Hein. C'est une fermentation, comme la bière, comme le pain, comme le vin, toutes ces fermentations utilisent le monde du micro-organisme et du monde microbien. Donc les PNPP, il y en a plein, hein, donc on parle souvent du purin d'ortie, mais c'est la fougère, c'est la prêle, ça peut être aussi des décoctions d'ail, etc. Donc là aussi on avait des outils au service du paysan, des outils simples, reproductibles, non brevetables et réalisables à la ferme. C'est aussi des outils de biocontrôle, vraiment au sens où on utilise le vivant dans sa capacité à fermenter, dans sa capacité à transformer la matière pour faire quelque chose d'autre, au profit du contrôle d'un pathogène ou pour renforcer les défenses militaires de la plante. Très bien. La lutte intégrée, elle n'a jamais vraiment été interdite, mais elle n'a jamais été vraiment encouragée. Par contre, les PNPP, attention, on ne sait pas ce que c'est hyper dangereux, il faut vite mettre le haut là à ces inventions-là. Et derrière, la notion du biocontrôle est apparue. Le biocontrôle, c'est faire la même chose, entre guillemets, que les PNPP, mais par contre par des grandes industries, donc BASF, Syngenta, Bayer, qui sont extrêmement investis dans la notion de biocontrôle.
Mais par contre, ils ne vont pas utiliser des recettes traditionnelles. Ils vont modifier ça, ils vont faire des recettes en laboratoire. Et donc, on se rapproche de leur métier traditionnel de chimiste. Mais ils vont utiliser par contre des macrophages, des micro-organismes, modifiés ou non. Ils vont le dire ou pas. Mais voilà. Donc le biocontrôle, en fait, il rentre dans l'agriculture de précision parce que l'agriculture de précision, elle est basée sur l'idée que on va faire mieux qu'avant, on va être plus précis, et donc il va falloir utiliser d'autres outils. Et dans les outils, il y a la numérisation du vivant, il y a la robotique, et il y a la génétique. Et donc le biocontrôle version génétique rentre dans le triptyque de l'agriculture de précision, ça c'est clair. Mais encore une fois, quand tu lis les pages, il faudrait faire des captures d'écran, ça serait intéressant, je pourrais t'en envoyer, des dernières pubs de ces trois entreprises-là, hein, BASF, Bayer et Syngenta, ils mettent vraiment en avant le biocontrôle, le biostimulant, la bioéconomie, le monde fantastique du vivant. Et ils ont raison, le monde du vivant est fantastique. Sauf que eux, ils vont l'utiliser de façon... Ce ne sera pas quelque chose qui sera généralisable, ça sera encore protégé, ça sera pas forcément, ouais, ce sera pour bien commun des grands industriels, ouais. Non, il ne faut pas dire ça comme ça, c'est un peu caricatural, mais il y a un peu de ça, ouais. Voilà. Donc l'agriculture de précision, ouais, elle va mettre en avant tous ces nouveaux outils de biocontrôle. Donc dans un article que j'ai publié là, il y a maintenant 1 an, le biocontrôle, le nouveau Graal de l'agro-industrie, j'explique ce que je disais tout à l'heure, que vraiment on est parti du purin pour arriver aux micro-organismes génétiquement modifiés, les sprays ARN, tout ça. Et en fait, le biocontrôle est présenté comme une alternative aux pesticides. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que l'association en France qui promeut le biocontrôle, c'est l'IBMA, l'Association française des fabricants de produits de biocontrôle. Dedans, il n'y a pas la Confédération paysanne, par exemple. Il y a BASF, Bayer, Corteva, Limagrain, Syngenta. Donc quand ils nous vendent une alternative aux pesticides alors que ce sont eux qui font encore leur business sur les pesticides, c'est toujours un petit peu inquiétant. Et la récupération de l'agroécologie, c'est vraiment quelque chose actuellement à l'œuvre dans les industries de la biotechnologie. On essaye vraiment de récupérer cette notion d'agroécologie. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il ne faut pas utiliser ce mot-là. Ça n'existe pas, l'agroécologie. Il y a l'agriculture biologique, qui a un cahier des charges. C'est défini. Il y a l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biotechnologique. Mais l'agroécologie, encore une fois, c'est ce mot fourre-tout, non défini, qui peut être utilisé par BASF comme par des paysans indiens. Donc si on veut l'utiliser, déjà, il faut dire agroécologie paysanne. Déjà, ça remet les pieds sur terre. Mais il faut faire attention à toutes ces nouvelles expressions qui apparaissent. Et ils disent par exemple le biocontrôle, solution de protection agroécologique des cultures. Ah, et qu'est-ce qu'il y a derrière? Donc un nouveau produit estampillé écolo, c'est le Rhapsody. Et en fait ce Rhapsody, c'est utilisé pour la viticulture. Et en fait c'est une souche de Bacillus subtilis, donc une bactérie, qui est modifiée en labo. Et j'utilise cette souche-là, ils la reproduisent en labo, ils la reproduisent pour en faire un fongicide de synthèse. Rhapsody, en plus c'est joli, Rhapsody, c'est comme la musique. Hein. Rhapsody, c'est juste du Bacillus subtilis, et ça, Bacillus subtilis, c'est utilisé aussi en préparation naturelle peu préoccupante. On peut utiliser des bactéries. Dans les fermentations, c'est ce qu'on utilise. Mais là, elles sont brevetées, etc. Et une autre chose, c'est que la part du marché du biocontrôle en France est passée de 80 millions d'euros en 2015 à 170 millions d'euros en 2018. Voilà, c'est pas le PNPP qui a fait faire ce saut quantitatif. Voilà, donc il y a vraiment un marché extrêmement lucratif parce que, encore une fois, tous les pays, la Commission européenne, le Parlement, tout le monde veut réduire les pesticides chimiques. Et donc il faut une autre alternative, c'est une autre alternative faite par les mêmes boîtes. C'est vraiment important de montrer comment il y a un transfert, un transfuge de notions. Et puis un dernier truc, c'est souvent dans le biocontrôle, c'est vendu aussi comme pour améliorer les rendements des cultures. Et donc si on améliore les rendements des cultures, on peut lutter contre la faim dans le monde. Cette idée de la lutte contre la faim dans le monde, elle est là à toutes les étapes que j'ai décrites tout à l'heure. Avec les insecticides chimiques, avec les plantes transgéniques, avec le forçage génétique, avec le biocontrôle industriel. À chaque fois, on nous vend ces technologies comme une solution à la faim dans le monde. Or, et ça j'aime bien le répéter et le marteler, la faim dans le monde n'est pas une question agronomique.
La faim dans le monde n'est pas une question agronomique, la faim dans le monde est une question politique. La géographie de la faim recouvre la géographie des guerres, des dictatures. Les pays qui souffrent de la faim sont souvent des pays en guerre, où il y a des déplacements de population, ou dans des conditions politiques extrêmement instables. Et c'est dans ces pays-là, par exemple, il peut y avoir des tonnes et des tonnes et des tonnes d'oignons, de patates, de carottes qui pourrissent sur place. Donc les paysans produisent, mais il y a un problème entre la production et le consommateur, parce que les routes sont insécures, il y a des djihadistes, il y a des... ce qu'on veut, qui soit empêchent le commerce, soit détournent les biens à leur profit. Mais en fait, on produit suffisamment dans le monde pour nourrir tout le monde. On n'a pas besoin de ces solutions de biocontrôle pour nourrir le monde. On n'a pas besoin d'OGM pour nourrir le monde. On n'a pas besoin des micro-organismes synthétiques pour nourrir le monde. On a besoin de stabilité, d'égalité et de partage des richesses. Ça, c'est important de le dire parce qu'on nous parle toujours de l'agronomie, de la biologie, de nouvelles techniques. Non, ces nouvelles techniques, elles renforcent des conglomérats, elles renforcent des concentrations d'entreprises. Mais jamais elles n'ont permis de lutter contre la faim dans le monde. Pour donner un autre exemple, c'est que les OGM transgéniques, donc maintenant il faut toujours préciser quel OGM on parle, c'est compliqué, mais les OGM transgéniques c'est quoi? Maïs et soja principalement. À quoi ils servent ces deux plantes? Pour nourrir le bétail, tout à fait. Donc en nourrissant le bétail, on perd de la surface agricole pour nourrir les mondes. Sachant, petite parenthèse, que le bétail est un herbivore. Oui. Qui n'a pas besoin de ses poches. Ben ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, une vache qui est nourrie au soja et au maïs, c'est une vache qui va devenir malade. Elle a des cirrhoses, beaucoup, parce que le maïs il est fermenté, il produit de l'alcool. Ben, le maïs, hein, c'est beaucoup de sucre. Hein. Donc quand on fait du maïs en silage, en gros, on rend les vaches malades, quoi. On les intoxique, on les rend alcooliques. Oui, et puis la dernière chose, je l'ai un peu dit, mais je le répète parce que c'est comme ça, c'est important. Le biocontrôle, c'est aussi le biocontrôle industriel, le biocontrôle tel qu'il est proposé actuellement par les ministères, c'est aussi d'accélérer la division du travail. Alors qu'avec les PNPP, on est dans l'intégration de la fonction de paysan, de la semence jusqu'au produit fini, en passant par les outils de lutte, et mis en commun et partagés en coopérative et en communauté. Avec le biocontrôle, on laisse les grandes entreprises produire la matière, produire la molécule, et les vendre aux paysans qui n'ont plus qu'à l'utiliser. Et en fait, ça, c'est caractéristique aussi des OGM en règle générale, parce que les OGM, c'est des organismes qui sont brevetés. J'ai à plusieurs reprises utilisé cette expression de brevetage. Qu'est-ce que c'est concrètement? Le brevetage, c'est l'interdiction faite aux paysans de reproduire leurs semences. Or, avant, un paysan était producteur et reproducteur. Ces deux fonctions, on les a dissociées. Il y a les semenciers qui reproduisent, les paysans qui produisent. Et maintenant, ce qui est compliqué, c'est qu'il y a des paysans qui se réapproprient leur travail de semencier, mais c'est compliqué. C'est-à-dire que quand on a dénaturé le travail, on a changé les conditions d'échange des savoirs paysans, etc., pour se réapproprier cette tâche-là, qui a été abandonnée depuis une cinquantaine d'années, ben, il y a tout à refaire quasiment. Non seulement il y a des obstacles législatifs, mais aussi il y a des obstacles clairement de savoir-faire. Après, c'est pas foutu, hein, mais il faut aller voir dans les autres pays qui n'ont pas été, comme nous, aussi vite industrialisés, qui eux ont gardé un certain nombre de savoir-faire, de pratiques ancestrales, sur comment on conserve telle semence, comment on fait pour qu'elle ne s'hybride pas, ou qu'elle s'hybride, etc., etc. Les micro-organismes, il y en a... on ne peut même pas donner de chiffres. C'est 10 puissance 10, 10 puissance... on ne sait pas. Sur Terre et dans les mers. Et peut-être sur la Lune, à savoir. Et donc à un moment, ils vont séquencer tout ça, et donc il va falloir des énormes bases de données. Parce que le séquençage des génomes, des ressources génétiques, comme ils disent, a fait un bond en avant avec l'amélioration des stockages des données numériques et la vitesse de calcul des ordinateurs. On est capable maintenant de reproduire quasiment in silico des micro-organismes, des séquences génétiques. On est passé du in vivo, donc sur plante entière, au in vitro, cellules isolées cultivées dans les boîtes de pétri, au in silico. Et c'est ça le nouveau Graal, c'est le biocontrôle de micro-organismes in silico, que tu reconstruis à ta façon. C'est la biologie de synthèse qui est derrière ça.
On est en train d'inventer une nouvelle forme du vivant. Il y a des chercheurs qui ont inventé une 5e base, après ACTG. Donc des vivants. Et alors donc l'argument, hein, c'est que comme il y a une 5e base, de fait il ne va pas pouvoir se croiser avec le vivant. Hein. Il sera incompatible. L'ADN elle est basée à 4 bases, ACTG. Chaque morceau d'ADN, c'est AA, CTT, GCT, AA, des choses comme ça. Et après, eux, ils en ont créé une 5e. Donc c'est-à-dire qu'ils ont un nouvel ADN. Ils ont inventé un ADN artificiel. Et avec l'argument de dire que ça sera incompatible avec le vivant classique, et donc il n'y a aucune crainte. Et donc c'est une stratégie de confinement des modifications génétiques en mettant une 5e base. Mais là encore, moi je suis persuadé qu'à plus ou moins longue échéance, cette 5e base, soit elle va muter, soit elle va être intégrée aux autres vivants. Il n'y a aucune raison. L'ADN, c'est de la chimie, hein, c'est forcément une base chimique. Donc on rajoute une base chimique, elle va se croiser, elles vont évoluer, elles vont coévoluer, elles vont faire quelque chose. C'est pas possible. De toute façon, on voit bien la diversité, la richesse qui nous entoure. Elle est issue de ces 4 bases. La puissance est infinie. Donc là, ils vont juste augmenter la puissance de faire des choses, mais encore une fois, avec une impossibilité de savoir ce qui va se produire. Donc la biologie de synthèse, oui, elle est en train d'apparaître, et beaucoup dans les micro-organismes. Oui. Ils cherchent vraiment à produire, encore une fois, du pétrole, des plastiques, qui soient disant biodégradables. On est encore dans le bio, mais en fait, on pourrait faire une liste de tous les mots bio, hein, ça peut être intéressant dans ton documentaire, mais franchement, je peux te la faire. Hein. C'est hallucinant. Biocontrôle, bioéconomie, biodégradable. Tous les jours, tu vas sur le site du ministère de l'Agriculture, c'est que tout est bio. Hein. Non, mais vraiment, tu peux faire des captures d'écran, c'est magnifique, le monde est bio. Hein. Et par contre, l'agriculture biologique, elle est plutôt soutenue. Donc voilà, là je pense qu'on rentre vraiment avec les micro-organismes dans l'idée de la biologie de synthèse, donc de les reproduire complètement synthétiquement. Donc de ne plus avoir à faire même aux vivants quelque part. Mais pour ça au début il faut séquencer l'ensemble, enfin il faut séquence tout. Et donc il y a des bases de données gigantesques, mais cette force de calcul elle est incroyable. Contre la Covid, enfin parce qu'il y en a plusieurs, contre la Covid, il a été produit en laboratoire simplement suite à l'envoi de la séquence génétique du virus par Internet. L'un de ces a été fait avec une version virtuelle du virus. Ils avaient le séquençage du virus et ils ont pu le reproduire en laboratoire. Donc là, on est à une étape d'artificialisation du vivant. Attention, là, on est bien. Mais on a l'impression comme ça, comme c'est artificiel, c'est pas naturel. On se dit, quelque part c'est bien, ça va éviter l'exploitation de la nature. Mais non, parce qu'à un moment, ils vont se retrouver où ces choses-là? Ils vont forcément rentrer en interaction avec le vivant. Bah oui, il rentre dans notre sang, les ARN, là, les pulvérisations d'ARN complètement artificielles, même si elles sont produites synthétiquement en laboratoire, et on va les mettre dans les champs, c'est le but. La biologie de synthèse, c'est vraiment aussi un domaine qui est en pleine expansion. Et le forçage génétique, là, pour reprendre la discussion du début, rentre beaucoup dans la catégorie de la biologie de synthèse. Parce que comme on est sur une reproduction non mendélienne, on est vraiment encore dans quelque chose de plus en plus synthétique. Et au niveau des Nations Unies, au niveau du protocole de Carthagène, le protocole de Carthagène, c'est un texte international qui est censé encadrer un peu les mouvements transfrontières entre ces organismes vivants modifiés. Ils discutent beaucoup de ces questions-là, et ils mettent le forçage génétique et la biologie de synthèse dans un même groupe de travail. Et il y a régulièrement des débats pour savoir si on va mettre un moratoire international sur ces deux outils, la biologie de synthèse et le forçage génétique. Lors de la COP 15 à Sharm el-Sheikh en Égypte, il y a une entreprise qui s'appelle Emerging AG, qui a été financée à hauteur de plusieurs millions d'euros par la fondation Bill et Melinda Gates pour éviter ce moratoire-là. C'est assez horrible parce qu'en fait les pays africains étaient extrêmement inquiets par rapport au forçage génétique, parce que c'est chez eux qui pourrait être mis en place le plus rapidement possible. Et à la fin de la COP, ils étaient plutôt favorables. Voilà. On ne sait pas trop ce qui s'est passé dans les couloirs, mais voilà. Il y a des entreprises de lobby qui font tout pour que ces deux domaines de recherche, la biologie de synthèse et le forçage génétique, passent sous les radars, sortent de la législation. Et encore une fois, ce sont les micro-organismes qui vont faire l'objet de ces techniques-là, parce que c'est plus facile à reconstruire un virus, c'est plus facile à reconstruire une bactérie que de construire une plante. Craig Venter, c'est un chercheur fou, mais très riche et pas si fou que ça en fait. Il sait très bien ce qu'il fait, je veux dire, mais fou au sens de complètement disproportionné, complètement dans l'hubris.
complètement dans la démesure, qui a créé des premières bactéries artificielles. Il a essayé de recomposer. Après, il n'y arrive pas parce qu'il prend des exosquelettes, il prend des squelettes quand même de bactéries, il met notre ADN dedans, mais il n'arrive pas complètement à recréer du vivant. Mais il y a quand même plusieurs projets de création de vivant de A à Z. Et on commence encore une fois par les bactéries parce que c'est un peu plus simple. Mais après, qu'est-ce qu'elles deviennent? Comment ils les détruisent? Est-ce qu'il n'y en a pas une qui pourrait s'échapper? Ça fait un peu flipper quand on sait que, par exemple, encore une fois, la Covid nous a raconté pas mal de choses et il y a eu des recherches qui ont été menées et on s'est rendu compte que des virus modifiés, des bactéries modifiées qui se sont échappées des labos, il y en a eu plein. Avec pas des conséquences forcément gênantes. Enfin, il y a eu un problème en Angleterre, c'est juste une racine qui a percé un tuyau d'égout. Le micro-organisme OGM, il est sorti à l'air libre et ça a dû avoir un petit impact sur le troupeau de vaches au-dessus, mais bon, c'est tout. Mais bon, parce que là, c'était pas très virulent, ça s'est pas diffusé parce qu'on ne sait pas, mais la notion de confinement des laboratoires est une fumisterie. C'est impossible de confiner le vivant. Impossible. On peut limiter jusqu'à 99, peut-être 99,9, mais il y aura toujours une racine. Là, c'était une racine qui a percé un tuyau d'évacuation des eaux usées. Voilà. On ne peut pas enlever tous les arbres sur Terre. Enfin, et si c'est pas ça, c'est une veste, c'est une chaussure, c'est... Surtout que ce qui se passe dans les labos pour beaucoup de ce qu'on appelle le gain de fonction, gain of function, c'est de faire muter des virus en changeant de milieu pour qu'ils soient de plus en plus virulents. Il y a comme ça toute une stratégie en virologie. Ils disent que c'est pour mieux comprendre les mécanismes du vivant et ou pour faire des vaccins, mais il y a une stratégie de faire muter le virus en le changeant de milieu. Et donc pour qu'un virus qui soit nocif pour tel mammifère puisse devenir nocif pour tel autre mammifère. On le fait muter. C'est pas forcément de la modification génétique, au sens où on n'a pas modifié son ADN, mais là on utilise les propriétés du vivant à muter très rapidement, notamment les virus, dans certains milieux. On utilise cette propriété-là pour lui donner des autres fonctions, le gain de fonction. On lui fait acquérir des fonctions qu'il n'a pas naturellement. Ça, c'est un univers qui est incroyable. D'aucuns disent que il serait issu d'une expérience de gain de fonction dans un laboratoire. Ça aussi, c'est très dur à documenter parce qu'ils ont brûlé toutes les archives là-bas, à Wuhan. Mais on sait que ce laboratoire travaillait travaillait avec des outils de gain de fonction. Alors, celui-là ou pas, on ne sait pas. Je ne l'affirmerai jamais, je ne peux pas me permettre. Mais en tout cas, ce travail de faire muter le vivant dans ses parties les plus petites, les micro-organismes et les virus, est vraiment très 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 important actuellement dans les laboratoires, quoi. Et c'est le labo P4 certes, mais encore une fois, j'ai un doute sur la capacité de confinement de ces choses-là. Commission européenne, ces nouvelles techniques génomiques, ou NTG, représentent une formidable opportunité. Dans bien des cas, les NTG permettent d'obtenir les mêmes résultats que par croisement ou par sélection conventionnelle ou naturelle, mais de façon bien plus rapide, précise et efficace. Actuellement, toutes les solutions qu'on a évoquées au cours de cet entretien, que ce soit donc les sprays ARN, les micro-organismes synthétiques, le forçage génétique, etc., sont tous dans le même paradigme. Le paradigme de action-réaction. On a un problème, on achète un contre-problème. On a une pyrale, on achète un antipiral. On a des tiques, on fait des tiques stériles. Ça, c'est le paradigme actuel de la révolution industrielle. Mais ce paradigme, il est voué à l'échec parce que, comme je l'ai déjà expliqué au cours de cet entretien, la nature contourne parce que c'est trop simple. Donc notre action, elle se passe dans un monde binaire. Et en fait, si on veut envisager une agriculture plus résiliente, une agriculture plus complexe, où il va falloir
globaliser les problèmes, voir comment ils sont en lien les uns avec les autres, pour pouvoir rééquilibrer tout ça. Mais c'est vraiment un changement de paradigme qui est nécessaire pour arriver à sortir des pesticides. C'est pas en changeant de technique qui sera dans le même paradigme, ça sera en changeant la façon de faire. Et les semences paysannes sont dans cette logique du changement de paradigme. Les semences paysannes, actuellement, elles cherchent à répondre à ces questions de parasites, de nutrition, etc. Mais pas avec une solution miracle. Le changement de paradigme, c'est arrêter de croire qu'il y a des miracles. Actuellement, les industries nous vendent du rêve, nous vendent des promesses. On est dans l'économie de la promesse, absolument. C'est-à-dire demain on rase gratis. Demain on fait pousser des plantes dans les sols arides. Demain on a une variété de riz enrichi en vitamine A. Demain, etc., etc. Et cette économie de la promesse, c'est ce qui permet aux capitaux d'abonder. Parce que, ah ouais, c'est génial, cette promesse, elle est géniale, et donc on va mettre de l'argent pour faire arriver la promesse. Mais en fait, on tourne en circuit fermé et la promesse n'arrive jamais. Et ce qui est très intéressant dans l'histoire aussi des promesses, c'est qu'à chaque étape, chimie, transgénique, nouveaux OGM, etc., à chaque étape, on dit ouais, on va résoudre ce problème-là, comme avant. Oui, mais avant, on n'y arrivait pas parce qu'on n'était pas assez précis, parce qu'on n'était pas assez rapide, parce qu'on n'était pas... Mais maintenant, on l'est. Maintenant, enfin, avec ces nouveaux OGM, on va faire mieux que la transgénèse. Parce qu'en fait, elle était un peu floue. Mais au moment où la transgénèse est apparue, elle disait « Ah non, mais ce qu'on ne faisait pas avec la sélection hybride F1, maintenant on va le faire avec la transgénèse parce que c'est plus précis. » On a exactement, à chaque étape technique, le même discours. Un discours de promesse, un discours de précision et miracle. Mais en fait, ils sont obligés de dénigrer la technique d'avant pour pouvoir vendre la nouvelle technique. Mais au moment où... Mais ce sont les mêmes acteurs, c'est ça qui est très drôle. Donc ils disent, oui, avec le temps, on s'est rendu compte qu'on n'était pas terrible. Ouais, mais nous, on l'avait vu déjà depuis longtemps. Non, je rigole encore une fois, mais c'est vraiment ce discours qui revient sans cesse. Et la fin dans le monde, elle a été utilisée à toutes les étapes techniques, avec les hybrides F1, avec les plantes transgéniques, avec les sprays ARN, avec le biocontrôle, avec le forçage génétique. On retrouve toujours les mêmes arguments. Parce que ça marche. Pour plein de gens, la faim dans le monde, c'est quelque chose quand même d'assez insoutenable. Et donc, ouais, si on peut trouver une solution. Mais en fait, non, ce ne sera pas une solution, encore une fois. Là aussi, il faut un changement de paradigme. Comme je peux l'avoir exprimé tout à l'heure, c'est pas une question agronomique. Il y a en partie des questions agronomiques, mais il y a des questions de transport, de sortir du commerce international, le droit des peuples à se nourrir eux-mêmes. Ça, ce sont des éléments beaucoup plus importants que l'agronomie, ou plutôt l'agro-industrie, pour essayer de sortir la faim dans le monde, quoi. Par exemple, quand la France exporte à bas prix, ou le Brésil, ou la Thaïlande, parce qu'en fait il n'y a pas que les grands pays du Nord, maintenant il y a aussi des monstres dans le Sud, et eux ils peuvent te bombarder du riz ou du poulet dans les pays africains ou dans d'autres pays d'Asie, à des prix tellement bas que c'est même plus la peine pour les paysans de là-bas de travailler. Donc ils arrêtent, ils vont s'entasser dans les bidonvilles, ils n'ont pas de moyens financiers pour s'acheter à manger, et la faim dans le monde continue. Ça, c'est aussi un mécanisme extrêmement important à démonter. Il ne suffit pas de balancer telle molécule géniale dans les champs qui va permettre à la plante de fixer de l'azote. Non, ça c'est dans les rêves, ça. Oui, à la marge, ça peut marcher. Ça peut être un petit pansement sur une agriculture complètement fatiguée, usée, en perte de vitesse qu'est l'agro-industrie. Elle cherche toujours des petites solutions pour continuer à exister. Mais si on veut vraiment nourrir le monde, il faut vraiment revisiter toute la façon dont le commerce international est fait. Et le commerce, c'est quand même curieux quand même qu'on mette sur le même plan un écran d'ordinateur et une tonne de maïs. Pour moi, ouais, les droits de douane pour les écrans d'ordinateur, j'en sais foutre rien. Mais par contre, oui, on a le droit de protéger son marché agricole, oui. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Et on a le droit de développer ses propres stratégies, ses propres réseaux de recherche, sans être influencé par les millions et les milliards de dollars de quelques grands philanthropes capitalistes, quoi. J'ai cité plusieurs fois Bill Gates dans mon intervention, mais il y en a d'autres, hein. Il y a aussi le Open Philanthropy, Wellcome Trust, il y a des grands groupes comme ça, issus de la bourse, hein, en quelque sorte, hein, qui ont une influence notoire dans les pays africains et asiatiques, ou d'Amérique latine, pour leur dire sur quoi ils doivent chercher.
leur imposer une voie de recherche. Ces instituts de recherche ont besoin d'argent, ça c'est incontestable. Mais si on pouvait équilibrer, alors même si on n'arrêtait pas la recherche en biotechnologie, mais au moins qu'on équilibre les budgets. Et en France, l'INRA, pour ça c'est intéressant, hein. Petit à petit, l'INRA a abandonné un certain nombre de recherches au profit de la voie OGM, quoi. OGM et les techniques subalternes. Enfin, il y a très très peu d'agronomes maintenant, quasiment. Il y a beaucoup de biologistes moléculaires. Il faudrait qu'on fasse une courbe, ça serait intéressant de trouver le nombre d'agronomes ou d'écologues, comment ils sont petit à petit, ils ont disparu au profit de biologistes moléculaires, de généticiens, des gens qui regardent de plus en plus petit. On est dans le monde du plus petit, on intervient sur le plus petit, alors qu'en fait le monde est vaste et il faut plutôt ouvrir ses yeux et regarder toutes les interactions. Quand je dis le paradigme, c'est ça, un des paradigmes à l'œuvre dans les OGM, c'est le réductionnisme scientifique. C'est vraiment de chercher à interagir sur l'infiniment petit et ne pas prendre en compte toutes les interactions de l'infiniment grand. Et là, vraiment, il y a deux paradigmes. Est-ce qu'on va de plus en plus dans le moléculaire, dans l'inframoléculaire, ou est-ce qu'on prend en compte la coévolution, l'interaction entre les espèces animales, végétales, micro-organismes, le sol, l'air, les rhizomes, les mycorhizes et les humains? Parce que bon, c'est bien des fois que nous aussi on a un petit impact dedans et donc on fait partie de l'écosystème. Donc en fonction de comment on vit, on va aussi plus ou moins favoriser des interactions dans ce monde complexe. C'est là le paradigme, je pense. Complexité, réductionnisme. Le changement de paradigme n'est pas forcément un changement spirituel, c'est aussi un changement d'échelle. En termes de temps et de relocalisation des choses. Encore une fois, souvent on dit oui, mais les variétés paysannes, elles sont moins contrôlées. Ouais, mais sauf qu'elles se diffusent à niveau d'homme, sur une petite région, et on ne va pas coloniser le monde entier avec notre variété de tomates qu'on trouve super. Donc pour moi, c'est ça aussi, c'est la vitesse de l'espace-temps. Enfin, si une technologie va trop vite, conquiert trop vite des espaces, c'est là où elle peut devenir vraiment nocive, s'il y a un souci qui vient à arriver. Dans le cadre des variétés paysannes, dans le cadre de l'échange entre paysans, on s'en rendra compte et on pourra maîtriser la chose parce que ça n'aura pas été diffusé sur des milliers, des dizaines de milliers d'hectares en 2 minutes. Donc il y a vraiment cette notion d'espace-temps qui est importante dans le paradigme, je pense. Les États-Unis ont déjà pris un train d'avance. Là-bas, on trouve déjà de l'huile de cuisson à base de graines de soja modifiées. Le Japon, de son côté, a donné son feu vert à des tomates bonnes pour votre cœur, qui contiendraient 5 fois plus d'acides aminés pour faire baisser la tension artérielle. Mais en Europe, ces cultures d'un nouveau genre entrent dans la catégorie OGM et sont donc très strictement encadrées, même si les technologies sont assez différentes. Un cadre que Bruxelles juge inadapté au NGT et qu'elle propose d'assouplir. L'Union européenne risque d'être exclue dans une large mesure des développements technologiques et des avantages économiques, sociaux et environnementaux que ces nouvelles technologies peuvent potentiellement générer si son cadre n'est pas adapté au NGT. Est-ce que je me suis déjà senti seul? Oui. Souvent. Mais ça veut dire quoi être seul? On peut être seul et entouré. Face à quoi? Face à l'univers. Alors la Commission européenne a pondu sa proposition de déréglementation de tous les OGM quasiment. Oui, on se sent seul. On sent qu'on est inefficace, que ça sert à rien, qu'on pédale dans la semoule, quoi. Parce que la force de l'industrie, actuellement, sur toutes les chaînes, quasiment, dans tous les médias, les quelques slogans de l'industrie par rapport à ces nouveaux OGM sont en train d'être répétés en boucle. 1. Ce ne sont pas des OGM, ce sont des NBT, des NGT. Ça c'est repris pareil, partout, alors que c'est faux. 2. Donc je vais prendre leur mot, les NBT sont comme ce que pourrait faire la nature. Ça aussi, c'est faux. Et le 3e, c'est qu'ils ne sont pas traçables, pas distinguables de ce que fait la nature. Et ça, c'est vraiment martelé, et ces messages clés passent en boucle. Alors qu'en fait, nous, on essaie de démontrer ça avec des arguments très clairs, très évidents. La nature ne peut pas faire des modifications génétiques telles qu'elles se font en laboratoire. Ou alors sur des échelles de temps incommensurables avec l'humanité. Donc non, les nouveaux OGM ne sont pas comme ce que fait la nature. Donc oui, là on se sent très seul et on a presque envie de fermer boutique. De dire bon, bah de toute façon, c'est foutu. Si la loi elle passe, il n'y aura plus
aucune information sur ces OGM-là. Et donc nous, on ne pourra plus faire notre travail. Ça sera fini. Les consommateurs, les citoyens, les paysans ne pourront plus savoir ce qu'ils sèment, ce qu'ils cultivent, ce qu'ils mangent. On ne pourra plus savoir qui fait quoi, qui brevette quoi. On n'aura plus d'études d'évaluation, plus de toxicologie. Déjà, il n'y a pas grand-chose. Mais le peu qu'on a réussi que la société civile a pu obtenir, ça sera mis au banc. Voilà, il n'y aura plus rien. Là, il reste 3 ans en gros pour pouvoir continuer à avoir une information sur les OGM, parce que là, c'est parti pour le trilogue. Le trilogue, c'est Commission européenne, États membres et Parlement européen. Donc cette proposition qui a été adoptée là, par la Commission en juillet, début juillet, le 5 juillet 2023, elle va être discutée, commentée, amendée. Voilà. Donc là, il y a encore moyen de continuer à faire de l'information. Mais bon, il faut avoir de l'énergie. On n'a pas les mêmes moyens. Après, par rapport à la question de la solitude, c'est sûr que on peut faire des choix pour être entouré, des choix, encore une fois, les paysans qui travaillent ensemble, ben, je pense qu'ils se sentent moins seuls que ceux qui sont tout seuls sur leur tracteur, dirigés par GPS sur leur smartphone, quoi. Donc aussi, la technologie peut esseler. Là encore, il y a un double discours de la technologie en disant que ça simplifie, ça allège les tâches ingrates, comme ce qui est proposé avec la robotique, dans les champs, avec l'agriculture de précision. La robotique, c'est censé faire les tâches ingrates. Mais encore une fois, ces tâches elles sont ingrates que quand on est tout seul face à des milliers d'hectares. Si on est sur des plus petites parcelles, avec une communauté de gens, on peut s'entraider, et puis la tâche ingrate, elle devient moins ingrate. La liberté qu'on gagne avec une artificialisation, une robotisation, souvent on la perd en relation humaine, en lien humain. On s'arrête tout dans la question de la technique. À partir de où elle devient néfaste, jusqu'à quand elle est bénéfique, jusqu'à quand elle soulage. Est-ce que trier des graines, collectivement, le soir, à la veillée, est-ce que ça ne permet pas de mieux connaître le vivant, de travailler avec les autres sur cette chose qui est fondamentale à la survie du village? Voilà. Je pense que chaque gain technique, il y a une perte quelque part. Mais il y a aussi un gain. Et c'est ça qui est dur à évaluer, c'est dur à penser collectivement. Je pense que c'est là où il faudrait qu'on ait une vraie discussion collective. Jusqu'où on va et pourquoi et qu'est-ce qu'on veut. Et est-ce qu'actuellement, en fait, on peut peut-être déjà s'arrêter là où on est? Parce qu'on a beaucoup de choses, on apprend à les maîtriser, on apprend à les reproduire avec soi-même, comme fait l'atelier paysan par exemple. L'atelier paysan, c'est aussi quelque chose d'excellent. C'est un groupe de personnes qui ont décidé de se rapproprier les machines agricoles, de faire des plans open source et d'apprendre à les gens à les faire. Et ils ont inventé des machines qui sont beaucoup plus pratiques que ce qui est vendu dans la machinerie agricole classique. Des choses qui sont adaptées à ton terrain, des choses qui sont simples, non brevetées, reproductibles. C'est là où il faut se poser la question de où on va, et par rapport aux hybrides F1, on sait très bien qu'ils ont été imposés à l'Union européenne avec le plan Marshall. C'est une des premières fois où les États-Unis d'Amérique, ils ont modifié une agriculture. Ils ont apporté les hybrides F1 et les tracteurs et les moissonneuses-batteuses. C'était dans le package du plan Marshall. Et ça a dénaturé, dévisagé l'agriculture française. Et donc maintenant, on n'a plus de paysans. Et on se plaint d'avoir des problèmes de parasites, tout ça. Mais oui, mais c'est lié aussi. Et souvent, les OGM, on pourrait dire que, bon, imaginons des OGM publics, sans brevet, maîtrisés, etc. Mais même ça ne pourrait pas fonctionner parce qu'en fait, on intervient de façon trop ciblée sur du microscopique, en oubliant les échelles de temps et d'espace. Et en plus, on est sur une technicité du vivant, alors qu'en fait, la technique par rapport au vivant n'est pas de la panacée en fait. Pour moi, le mot communauté, c'est le mot village. C'est ou département, ou retrouver une échelle où on n'est pas l'un sur l'autre non plus, avec nos connaissances actuelles, en termes de sociologie, d'interaction, etc. On peut repenser les modes d'être entre les gens, sans revenir avec le patriarche, quoi. Moi, ça m'intéresse pas.
Revenir à certaines pratiques agricoles anciennes ne veut pas dire revenir à la structuration de l'agriculture telle qu'elle était pratiquée avant, qui était vraiment archaïque. En tout cas en France. Après, je ne connais pas les autres pays, comment ça se passe, mais voilà, je vois bien comment, il y a une centaine d'années, il y avait quand même une inégalité homme-femme très forte. Les enfants qui travaillaient dans des conditions... ouais, ça me fait pas rêver. Et donc si la technique libère ça, bon, on peut quand même en prendre un petit peu. Et après, il faut voir si on peut s'organiser différemment pour pouvoir vivre à plus ou moins longue échéance dans un monde où il y aura de moins en moins de ressources énergétiques. Bon, il y a un défi.